Salut à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravi, c'est un moment spécial pour moi. Je suis avec Benny B. Merci Benny d'avoir accepté l'interview. Je suis tout ému, tout ravi. Merci beaucoup. Salut, merci à toi de m'accueillir. Benny a accepté gentiment cette interview que j'attends depuis 34 ans, on va dire. 32. 32. On aime bien, tu sais, faire les choses chronologiquement au niveau de l'historique. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu écoutais quand tu étais jeune, à la maison? Alors, moi, je suis à la base un danseur fou et un amateur de musique, vraiment, parce que j'ai eu la chance d'avoir des grands frères. Et mes frères, c'est un peu comme les frères Jackson. Ils étaient déjà dans la préadolescence. Il y en avait qui travaillaient dans des clubs, qui étaient leaders de clubs ou serveurs. Et comme c'était des sorteurs, ils écoutaient beaucoup de musique. Et à la maison, il n'y avait que de la musique. Donc ça pouvait aller de Elvis Presley à la soul, à la funk, à James Brown, à Michael Jackson. Et alors c'est marrant parce que chaque fois qu'ils sortaient, moi j'allais dans leur chambre et j'allais mettre le tourne-disque et je mettais les disques qu'ils écoutaient et je dansais comme un malade. Donc moi j'ai vraiment été bercé dans le rock et dans la soul en fait, et dans le funk. Ça c'est la musique que j'écoutais vraiment depuis tout jeune. Et en évoluant, voilà, j'étais vraiment attiré par la musique noire, la funk dans les années 80. Et bien évidemment, juste après, le hip-hop dans les années fin 80. Petite question qu'on pose à tout le monde, parce que nous, on est multifacette, mais on est des amateurs aussi de vinyle. Donc, on pose toujours la question à nos invités, quel est ton rapport au support disque vinyle? Elle a un impact, malgré que c'est une question qu'on m'a jamais posée, qui est très intéressante, c'est que je viens d'une génération où la pochette était très importante, puisque dans les années 80, les pochettes, c'était carrément comme une espèce d'affiche. Et donc, avoir une belle pochette, c'était très, très important. Ici, en fait, comment je vais dire, la transition, par exemple, avec Vous êtes fous, c'est que on avait fait une pochette test pour un vinyle qui devait être distribué que pour les exports, imports, pour les DJ. C'était une pochette blanche. Ensuite, avec l'influence de la house et de la techno qu'on consommait à l'époque dans les années fin 80, cette pochette était devenue noire avec écrit Vous êtes fous en jaune. Et puis juste après ça, on a fait cette fameuse pochette où, voilà, celle-là, où on était représenté dessus et c'était très très important puisque tous les éléments du hip-hop, hein, puisque je viens vraiment du hip-hop, sont représentés dans cette pochette, c'est-à-dire les platines, le DJ, les marques, les baskets, les sneakers, la coupe de cheveux, le pendentif africain, tu vois. Donc qui faisait partie de la Zulu Nation. Donc la pochette était tellement importante qu'il fallait qu'elle reflète en un seul regard tout ce qu'on représentait en fait. Et on oubliait presque que c'est écrit un peu façon de tag. Donc il y a aussi le tag qui apparaît, si tu réfléchis bien, au niveau de l'écriture. Voilà, il y a ce côté un peu street, un peu enfantin. Bon, il y a aussi BD parce que bon, quand même la Belgique c'est un pays de bande dessinée. Donc voilà, et puis la house aussi, dans beaucoup de vinyle house et techno, il y avait une écriture très, ça ressemble un peu au smiley justement de la techno. Oui, c'est vrai. Donc voilà, il y avait ce côté, mais tout était représenté. Et pour ça, les pochettes, pour moi, je viens de cette époque où la pochette était très représentative et c'était la signature de l'artiste, quoi. Mais c'est vrai, je sais pas si l'analyse avait été faite, mais c'est vrai que si on regarde bien, en fait, moi je me rappelle très bien parce que j'étais complètement fan absolu. Alors j'avais le pendentif Africa autour du cou, j'avais le t-shirt un peu stylé. Je suis pas allé jusqu'aux coupes de cheveux, mais j'avais une coupe un peu plus haute comme ça. Mais il y avait aussi bon les habits, les baskets. Ben forcément, moi j'ai été influencé par ça aussi parce qu'il faut en parler. Les sneakers, on dit aujourd'hui maintenant, mais bon, en notre génération, Ouais, c'était les baskets. ouais, voilà. Et c'est vrai que j'avais sur la pochette du premier album, vous aviez des Nike. Moi j'avais acheté des Nike Air Force 5 d'Eddie. J'en étais. Là, c'était les premiers Air Max 90 OG. Ouais. Et il faut savoir que quand tu regardes ça, tu as l'air de rien. Mais à cette époque-là, on est le seul groupe de rap, on est les seuls artistes à représenter le look sur une pochette. Même les groupes qui sont venus après nous ne le faisaient pas. Du coup, on est devenu une référence dans le monde de la sneakers, dans le monde de la basket. On est devenu une référence puisque justement, on symbolise qu'aujourd'hui, les jeunes, par exemple, voient nos pochettes. Il y en a beaucoup qui sont complètement perturbés parce qu'ils s'imaginent même pas il y a 32 ans, on pouvait porter des Air Max, ouais, et que la Bredcat, qui est devenue quand même la Nike Bredcat, c'est devenu un symbole et une légende. Elle est là sur la platine. Donc, on est devenu une référence. Et il y a un site qui nous a carrément classé dans les 27 pochettes de la sneakers dans le monde. Et il n'y a que des Américains, puisqu'on est le seul groupe francophone de rap français à
faire honneur au basket, quoi. Et ouais, non, mais ça, je savais pas, tu vois. Et c'est vrai que ça nous a marqué les Air Max 90 que j'ai racheté moi neuf après. Ils ont fait une réédition dans les années 2010. Ouais, ouais. Je les ai pas sortis de la boîte. Et puis j'avais celle-là, celle de Dédi, Ah, Air Force 5, celle-là, je les Ouais. avais, j'avais acheté à Montpellier, justement, j'avais ça, un braquage, ça coûtait à l'époque très très cher. Mais j'en étais fier de celle-là. Elles tiennent pas longtemps par contre, les Air France, elles s'abîment un peu rapidement, faut pas trop les abîmer. Mais effectivement, il y avait tout le package, quoi. Il y avait, c'est vrai, hein, c'était pas que rap, c'était hip-hop. C'était surtout hip-hop. Ouais, c'était ça, c'est ça. Voilà, et en fait, si tu veux, en fait, c'est la différence, et ce que je me suis rendu compte plus tard, c'est que nous, en fait, on était d'abord hip-hop avant d'être rap. Là, c'est ce qui a fait toute la différence avec la génération qui était venue après nous, qui eux étaient seulement rap, en fait. Donc, ils représentaient que le rap. Là, c'est commencé à devenir un peu la fin de tout ce qui était Zulu, hip-hop et tout ça. Mais nous, on revendiquait tout le temps. Et c'est l'image que nous, on véhiculait à la base, puisqu'on est danseur à la base. Dédié était champion de breakdance. Moi, j'étais danseur debout. Et voilà, c'était vraiment notre nature et notre culture. Et le rap est venu par après. Ouais, c'est vrai que vous étiez. J'ai posé la question, je me disais, attends, est-ce qu'il y avait un autre groupe qui. Même si c'était un crossover, c'est vrai si on veut faire un peu pointu, ce que faisait Benny, même s'il y avait des versions en rap sur les faces B, faut pas l'oublier, avec un beat rap, c'était du rap. Ah oui. Mais effectivement, c'était plus de la hip house, donc le crossover entre house et hip hop, qui était très connu en Belgique, aux États-Unis, au Royaume-Uni, très peu connu en France. Mais c'est vrai qu'il y avait qui faisait du rap, de la prod, parce que ça produisait, c'était quand même, vous étiez dans le circuit de la prod, c'était pas vous arrivez, vous débarquez, vous repartez, il y avait des dits qui étaient en studio, etc. Ah oui, Voilà. vous êtes fou, il s'est pas fait en 2 jours. Hein. C'était des mois. Et vous êtes fou, il a été fait sur 16 pistes, sur des bandes. 16 pistes. Donc c'est, je veux dire, aujourd'hui tu expliques ça à un jeune, il comprend pas. Je veux dire, il ouvre son PC, en 2 heures il te fait un single. Vous êtes fou, c'était une table de mixage qui faisait 3 mètres de large. Tu avais un ingénieur qui était là, qui prenait les bandes et qui devait couper pour faire des montages et les mixages. Et puis moi, j'attendais juste quand j'étais là juste pour poser mes voix. Mais c'était des heures de studio dans une journée et ça a pris 3 ou 4 mois pour faire Vous êtes fou. Et voilà, je me disais, mais alors attends, parce que danser comme vous dansiez, looker comme vous lookiez, c'était inédit, comme tu dis, il fallait des fois aller voir, tu avais certains Américains qui faisaient, genre Mr. Lee, qui faisait de la hip house, qui dansaient, qui rappaient. Mais il était looké sans, enfin, il n'y avait pas de look particulier, il était looké mais sans plus, quoi. Vous dansiez genre comme aussi bien qu'MC Hammer, mais avec, tu vois, il y avait le look qui était là, il y avait tout en fait, et c'est vrai que c'est pour ça que je dis l'importance que vous avez eue, et j'y reviens souvent, et c'est très important de le dire, c'est qu'effectivement il y a eu le rap underground après, dont on parlera, qui est très important parce que je suis aussi un amateur de rap, mais vous avez apporté, vous avez mis à toute une génération sur un plateau en fait, un petit peu tout comme c'était déjà fait vous, des années de danse, des années de voir les Américains, etc. Vous avez tout amené sur un plateau et c'est arrivé d'un coup. Oui, en fait, si tu veux, c'était une espèce de deal. Le deal, c'était quoi? Tu imagines bien que moi, avant de rencontrer le producteur, je dis, nous, on était à l'état brut. Vous êtes fous, je le rappais pas comme ça. Déjà, il n'y avait pas le refrain. Il y avait juste mon texte que je rappais sur des instrumentaux américains, Public Enemy et tout ça. Et puis, il y avait le look. Quand on a fait le casting, quand j'ai fait le casting, que le producteur il m'a dit, écoute, c'est toi que je veux. Donc là, c'est là que j'ai imposé Dédié en disant, écoutez, c'est Dédié qui va faire les scratchs. J'ai imposé Perfect parce que c'était mon pote et que c'était mon pote danseur, donc on avait notre groupe. Et donc, si tu veux, c'est une espèce de compromis qui a fait qu'on était obligé de mélanger le tout. Alors nous, ce qu'on apportait, c'était le côté hip-hop, Zulu, fringues, style américain et tout ça, la danse, le breakdance, les platines et tout. Et le producteur, lui, ce qu'il a amené, c'est ce côté radio. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué que si on voulait que ça marche, encore qu'on ne le savait pas, parce qu'à cette époque-là, il fallait que ce soit une musique plus dans la hip house que underground. Il fallait avoir un flow plus léger qu'agressif. Et du coup, c'est ce que moi j'ai fait. Je veux dire, mon texte, c'était resté le même, mais au lieu de le rapper comme si j'étais un mec qui sortait de prison, parce que voilà, on était P-E-2-Z-Y-B, j'ai été plus cool, je l'ai rendu positif. Et la musique aussi a changé les choses. Et c'est vrai que pour moi, il n'y avait pas de souci parce que je vivais dans un pays où la techno et la house étaient complètement, c'était la tendance. Donc, quand on a entendu Pop-Up The Jam qui est sorti, il faut savoir que Pop-Up The Jam, quand c'est sorti, même chez les Esquimaux, on l'entendait. Ce titre-là, ça a été une bombe quand c'est sorti et c'était belgo-hollandais. Donc, nous, on était déjà dedans, on avait déjà les influences et on savait déjà que si on voulait que ça passe en radio, il fallait aller dans cette direction-là. Puis comme tu as cité tout à l'heure, il y avait des Melomenes, il y avait des ASMC.
Donc voilà. Queen Latifah qui a fait de la hip house aussi. Oui, oui, voilà. Et puis donc du coup, et avec la danse, ça correspondait, puisque la danse était complètement dedans, c'était le hype. Et voilà. Mais quand on est arrivé pour la Belgique, c'était un truc qui était tout à fait normal. Pour ceux de la hip-hop en Belgique, c'était aussi quelque chose de normal, puisqu'ils connaissaient, puisqu'on était dans le hip-hop et puis dans la hip house. C'est seulement quand on est arrivé en France où il y a eu une espèce de choc de culture, parce qu'on était, nous, dans un niveau qui n'était pas encore arrivé en France, et du coup, il y avait une espèce d'incompréhension de la part des rappeurs français qui se demandaient ce qu'on était en fait. Et ça, c'est le problème, et c'est ce que je dis toujours, c'est que pour un vrai historien de l'histoire de la musique, il suffit juste de regarder la pochette pour comprendre d'où on vient, parce que les gens nous disaient, bon, la musique, elle est commerciale, il y a un rebeu, il y a deux blancs, on a compris, c'est un montage, c'est une espèce de boys band, allez. Or, c'est pas ça. Nous, on a bouffé du béton. Dédiké, il a été champion du monde au sol. On a dansé, j'ai fait des chorégraphies, j'ai fait des battles de danse. Donc tout ça, je l'ai vécu, tu vois. Et je l'ai défendu. Et quand on est arrivé, encore une fois, la condition, c'était, je viens, je fais de la télé, je fais un single. Il y aura peut-être une version qui sera hip house, mais mon attitude sera toujours hip hop. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a créé ce mélange de Vous êtes fou et qui a fait que voilà quoi. Il faut pas oublier, je rappelle que sur les faces B, que ce soit Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Vous Voilà. êtes fou, il y avait une version avec Chaque rap, fois, voilà, c'est ce qu'on avait demandé en fait. traditionnel, Exactement. si tu veux. Et donc en fait, si vous voulez écouter ce que ça donne Benny B en mode rap, en plus tu changes un petit peu les paroles, elles sont pas un peu différentes. Alors non, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme mes textes étaient toujours très longs, donc on coupait, donc je gardais les parties les plus faciles pour les parties commerciales. Et puis je gardais mes versions hip-hop, donc je remettais mes textes que je découpais pas, que je mettais dans et que je rappais carrément différemment. Quand tu écoutes Qu'est-ce qu'on fait maintenant, le flow il est complètement différent, il est plus rentre dedans. Et ça aussi c'était le deal avec les producteurs, c'était de dire on fait une phase A commerciale pour les radios, mais on aimerait bien pour nous faire plaisir avoir cette phase B. Évidemment, ça a été facile pour tous les prétendants du hip-hop qui sont venus après nous de ne pas écouter les phases B, de mettre juste en avant les phases A en disant mais non, eux ils sont commerciaux, donc c'est pas vraiment ce qu'on aime. Mais c'est vrai que quand tu écoutes les phases B, hip-hop, on a samplé tous les beats hip-hop de l'époque. Tout. Nous, on est arrivés, c'était... Alors, tu vois, je veux dire, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on était influencés, donc il y avait la hip-house, mais il y avait aussi la période New Jack. C'est encore un truc qui s'est rajouté. Donc, quand tu regardes, par exemple, les salopettes de Dis-moi bébé, les coupes, les trucs, c'était Belle Bif Divo. Nous, on était déjà... Moi, en fait, Belle Bif Divo, c'était... Quand on est arrivé, c'était nous. Voilà, on disait on est le Belle Bif Divo français. Ouais. Quand on a fait Jacques Martin, je sais pas si tu t'en souviens, on était avec des chemises et des shorts. C'était Boys II Men. Donc, ok, c'est une espèce de mix où on a tout mis dedans, mais on voulait absolument dire à tout le monde qui nous pointerait du doigt, ah, ça, on était là. Ça, on l'a fait, on l'a fait. On a tout mis dedans, tous les ingrédients. Et je pense que c'est ce qui a fait le buzz, parce que on serait venu à rapper Vous êtes fou comme ça, sans danser, sans scratcher, sans pas fringuer, voilà, pas looker. Ça serait pas passé. Je veux dire, Vous êtes fou aujourd'hui, mais je me rends compte maintenant avec l'expérience, et que je me suis rendu compte qu'en fait Vous êtes fou, et surtout par rapport aux témoignages des gens qui ont grandi aujourd'hui avec la maturité, qui m'expliquent comment ils l'ont ressenti. C'est ce que je dis toujours. Vous êtes fou, en fait, c'était pas un single. Vous êtes fou, c'était un phénomène, en fait. Benny B, c'était un phénomène. Il est arrivé et on n'a pas fait que plaire aux gens musicalement. On a plu aux gens au niveau de l'image. Les jeunes se sont retrouvés, se sont identifiés à nous dans une époque où, voilà. Et c'est parce que justement, on a mis tous ces ingrédients dans un seul single. Aujourd'hui, quelqu'un qui écoute de la house, il va se retrouver là. Quelqu'un qui écoute de la techno, il va se retrouver là-dedans. Quelqu'un qui était dans le hip-hop, il va se retrouver là-dedans. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours comparé Vous êtes fou dans des périodes où c'était pas comparable. C'est comme si tu prenais Grand Master Flash et que tu le ramenais aujourd'hui avec Travis Scott et tu dis, tu vois, c'est quoi ça? Ou avec, je veux dire, c'est pas comparable. Vous êtes fou, il faut le laisser à l'époque. C'est un texte qui a été écrit en 86. Je te défie de prendre n'importe quel texte, même des plus lourds, comme IAM, comme NTM et tout ça, écouter leur texte en 86. Je serais bien étonné. Moi, je suis tombé sur des trucs, des fois qu'on montrait des vidéos où c'était les balbutiements du rap, où les gens commençaient à rapper, c'était pas aussi parfait, quoi. Et ce qui est difficile, c'est de sortir du côté house de la musique. C'est ça que les gens du hip-hop ont du mal. Alors, la différence, la grosse différence qu'il y a eu, c'est le travail technique et le flow. Alors, il faut savoir que, déjà pour moi, le rap français, il est né justement en fin 90 avec des rappeurs comme NTM et IAM. Donc ça, c'était vraiment le rap français. Moi, c'était du rap en français, puisque moi, j'étais
initié du rap américain, du rap anglais. Et donc, je copiais parce que voilà, c'est là-dedans que j'ai grandi. Ces groupes-là ont carrément créé le rap français. Et dans le rap français, il y a cette technique qui a évolué, ces mots, cette écriture, et qui fait toute la différence. Parce que mon flow, même si quand je parle des cités, que je dis je viens des quartiers soi-disant mal fréquentés et tout ça, je le dis d'une manière vraiment comme à l'époque, à la Grand Masterclass, où c'était cool, où c'était des mots, c'était des trucs chantés, tout ça. Le français, le rap français, lui, il était plutôt dans un peu comme Wu-Tang quand il est arrivé, juste après justement tous ces groupes d'R&B et tout ça, et qui sont arrivés avec en fait, l'importance a été donnée aux mots et au flow à partir de ces groupes-là. Il est arrivé à partir de 90-91. Nous, à l'époque, on ne donnait pas tellement d'importance à l'écriture et aux mots utilisés et surtout au punchline. Nous, c'était un ensemble, puisque le message il devait être positif, on dansait. Et c'est ça qui a fait la différence. Quand eux, ils sont arrivés avec des lames de rasoir, et c'est vrai qu'on ne peut pas comparer. Je veux dire, quand tu écoutes des textes d'NTM et d'IAM, c'est pointu, c'est très pointu, tu vois. Mais encore une fois, c'est fait pour des gens qui voulaient écouter un texte et qui voulaient pas pour des gens qui voulaient danser. Parce que quand tu regardes par exemple la différence, quand tu regardes IAM qui a fait Je danse le Mia, c'est complètement à l'opposé de ce qu'ils sont capables de faire. NTM a fait la même chose avec La Fièvre, tu vois. Donc tu vois la différence du rap qu'on fait pour s'ambiancer, hein, ma Benz et tout ça, et le rap où on a envie de se faire entendre. Et ça a été la différence avec le rap français. Et c'est comme ça que le rap français est né et qu'il a pris sa puissance en fait. Alors, j'aimerais te poser une question que tu n'as peut-être pas souvent évoquée. Là, on revient un peu à l'aspect studio. Dans le studio, parce que dans l'équipe, en fait, il y avait des DK, hein, Ouais. donc Alain. Et il y avait aussi quelqu'un de la house qui est très connu, qui aujourd'hui s'appelle Junior Jack, mais qui faisait partie, donc Vito Lucente, Oui. qui faisait partie de l'équipe. Et il y avait aussi Richard Kissens, Oui. si je le prononce bien, qui était dans... Est-ce que tu peux m'expliquer comment Alors, se répartissait le travail? Comment ça s'est passé? Moi, quand j'ai fait le casting et que le producteur m'a choisi, en fait, c'était deux producteurs. Et donc, un des deux producteurs, c'était un directeur de radio. Cette radio, c'était la radio, à l'époque, SIS, c'était une radio qui passait spécialement du funk et tout ça, et qui était devenue la radio Top FM. Ce directeur de cette radio-là, qui était producteur, a un employé qui travaille pour lui, qui est Richard Cuissens, qui fait les jingles dans la radio. Et je commence à bosser avec lui. Et on commence à créer la base de Vous êtes fou. Et la base de Vous êtes fou, c'est quoi? C'est par exemple la guitare de Vous êtes fou. La guitare de Vous êtes fou, c'est quoi? Je le savais, j'ai le sample, je l'ai retrouvé, je l'ai dans ma banque de samples, mais j'ai oublié qui c'était. Mais On je ne peut sais pas je- oublier. je La le guitare de savais. Vous êtes fou, c'est Shaft. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Shaft. Ah oui, Voilà. oui, exact. Donc il y exact. a Shaft, en dessous il y a le ta-da-da-da-ta-da, ça c'est The War, Melomenes qui est utilisé aussi. Et on crée la base, et l'autre producteur, pas le directeur de la radio, dit c'est bien, mais il faut un piano. Ce fameux piano des années 90 que les Italiens maîtrisent, qu'on retrouve dans tous les groupes de 1 qui viennent. Et il fait venir Lucente Vito, avant qu'il soit devenu Junior Jack. Et Lucente Vito arrive, tu vois ce gamin qui arrive avec une espèce de blazer plus grand que lui, Très jeune, avec hein. une mèche à la Elvis Presley, qui arrive avec des cols roulés, mais vraiment à l'italienne, voilà. Et qui se met à mettre son jeu de piano, il le met dessus. Tin, 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 tin. Et voilà, et c'est ce qui a fait la différence. Mais, Et faut pas oublier que la rythmique, c'est la boucle du kick de Pump Up the Jam de Technotronic. oui, alors, il y a ça, il y a pas. Écoute, on est arrivé à une période, on est arrivé à une époque, c'est bien simple. Je pense 2 ou 3 ou 4 mois après, le single serait jamais sorti. On est sorti avant la réforme qui interdisait tout sampling. Parce que quand tu écoutes par exemple le break dance, le break beat de Vous êtes fou, c'est Lynn Collin. You bet, Ouais. c'est Lynn Collin. Ouais. La guitare c'est Shaft, donc c'est un truc. Là aujourd'hui, je veux dire, c'était des millions Ouais, quoi. il faut clearer les samples. Voilà. Et arrive aussi, sans qu'on l'oublie, Dédiqué, qui est un des meilleurs DJ au monde à l'époque, puisqu'il est 4e au championnat du monde, qui lui s'amuse chez lui à la maison à sampler des disques d'enfants, des disques de Goldorak, de Capitaine Flamme. Et pendant qu'il fait son set, il utilise le set de Capitaine Flamme où il prend des phrases. Le producteur est là et il entend Vous êtes fou. Et il dit mais on va mettre ça. Alors je te cache pas que nous au départ on était un peu récalcitrants en disant mais écoute c'est pas hip-hop, Vous êtes fou, ça correspond pas. On va mettre c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. On a mis mais Vous êtes fou, oui, et je pense que ça a été un bon réflexe de la part du producteur. Et voilà, c'est ce qui a fait la magie, même si aujourd'hui il y a une espèce
pour moi, de reconnaissance au niveau du texte, c'est que avant, les gens, c'était toujours mais vous êtes fou, mais vous êtes fou. Et aujourd'hui, c'est beaucoup PE2NYB. Donc voilà, c'est ça qui ressort souvent. Mais voilà, mais ça, c'est la touche de Dédiqué qui est arrivée et qui a fait que, voilà, je veux dire, avec les scratchs, et encore, quand on entend les scratchs de Dédi, personne ne pouvait faire ça. Je suis désolé, même en France, c'était pas. Je te dis, oui, il y avait On avait que Killer, DJ Abdel et tout ça. Il y avait quand même. Dynasty, ouais. Dynasty, Dynasty, bien sûr, ouais. Qui aurait pu, d'ailleurs, il a fait un petit peu il a été ouvert d'esprit. D'ailleurs, on l'interviewera aussi prochainement. On a vraiment envie de lui poser des questions parce qu'il a su s'ouvrir aussi à d'autres styles de musique aussi, tu vois. Oui, actuellement. Mais à l'époque, je veux dire, c'était. En fait, je veux dire, quand tu restes dans une certaine catégorie de trucs, que ce soit dans le rap ou voilà, je veux dire, quand tu te développes pas, et c'est ce qui a permis à Dédiqué, justement, quand on est parti dans la hip house, de développer des techniques et des trucs, les scratchs, quand tu les entends, tu vois que non seulement c'est hip-hop et tout ça, mais je veux dire, faire du transforming et des trucs dans de la hip-house et dans un truc pour le rendre plus commercial et plus. Je veux dire, aujourd'hui, allez, avant, on aurait dit que c'est que du bruit pour quelqu'un qui ne connaissait pas. Dédiqué, il a réussi avec la hip-house et avec le morceau à transformer ses scratchs et à le faire aimer du grand public. Donc, genre, public de Jacques Martin. Quand tu écoutes l'intro de Vous êtes fou, voilà, il y a que Dédiqué qui l'a fait à l'époque. Et puis, Ayam est arrivé avec les trucs de Wu-Tang, avec les sabres, et on entendait des phrases qui étaient reprises de disques, mais plutôt de films. Mais ce qu'on a fait, il n'y a personne qui le faisait. En fait, on voulait être les premiers dans tout. On voulait être les premiers à avoir tout utilisé et vraiment dire, mais ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Même, t'imagines que même sur une pochette, quand on te dit, bah ouais, mais les sneakers, bah, je dis, moi, mes potes, à mon fils qui vient, il me dit, papa, j'ai montré ils ont eu la pochette, ils comprennent pas que tu avais des Air Max et que ils pensaient que c'était une pochette récente. Donc, j'ai un peu mais encore vraiment, c'est pour rire parce que c'est pas vraiment une grande importance, mais c'est marrant de pouvoir se dire que chaque fois, un bête truc. On va dans les salons de coiffure. Il y a plein de gamins, on discute toujours avec les coiffeurs. Et ils sont là, oh, on va faire une ligne là, on va faire une ligne là. Et c'est des jeunes coiffeurs. Je leur dis, tu sais ce que tu fais là, je l'ai fait en 85. Ils croient pas. Quand je leur montre la pochette, mais la pochette c'est plus tard, c'est 90. Mais nous on faisait déjà les lignes sur les têtes. Voilà. Ben oui. Mais quand tu montes ça et que tu dis que cette ligne là, tu la faisais il y a 32 ans. Et les gosses ils comprennent pas. Ils pensent vraiment que 32 ans c'était le Moyen-Âge. Tu vois? Et des fois, moi, je me surprends aussi à dire, mais quand même, on était avant-gardiste. C'est pour ça qu'on nous prenait pour des extraterrestres. Ce qui est rassurant dans tout ça, c'est que le temps a réhabilité aussi. Des fois, c'est pour ça que nous, dans notre vision des choses, on est plutôt dans du recul et de l'historique. Parce qu'en fait, quand on est dans l'immédiateté, souvent, on se rend compte qu'on est influencé par tout un tas de paramètres. Dans la vie, ça marche aussi. C'est presque philosophique. Dans la vie, ça marche aussi comme ça. Et on n'est pas vraiment objectif. Alors qu'en fait, avec le temps, il y a des choses qui se... Tu vois, comme tu dis, quelque part, le temps et les jeunes arrivant avec aucun a priori, ça réhabilite. Et je pense qu'aujourd'hui, tu dois vivre beaucoup mieux, finalement, tout ça. Aujourd'hui, je suis étonné. Aujourd'hui, je n'ai jamais fait autant d'interviews. Alors, c'est ça qui est marrant, parce que c'est ce que j'explique. Nous, avant, en tant que Benny B, on faisait plus de télé que n'importe qui. Personne ne faisait autant de télé que nous. Je veux dire, des groupes comme NTM et IAM, quand on les faisait venir en interview, c'était souvent pour... polémiquer ou pour faire voilà, mais c'était jamais pour prester comme des prime time. Et des prime time, à l'époque, il y en avait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Aujourd'hui, bon, il y a moins de télé, mais j'arrête pas de faire des interviews. Et ces interviews, c'est souvent par des journaux ou des journalistes qui jamais nous auraient interviewés à l'époque. Et souvent, j'ai entendu dire, ouais, mes droits de réponse. Je dis, vous avez attendu 30 ans pour un droit de réponse quand même. Et parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, en fait, ils étaient partis sur des on-dit, sur des influences, parce que c'était la mode aussi de cracher sur nous, tu vois. Et puis, comme on dit, la vérité, elle prend peut-être les escaliers, tu vois, mais elle arrive. Et du coup, je te la pique celle-là. Voilà. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, on est arrivé à un moment où aujourd'hui, moi, j'ai vraiment, et je les remercie. J'allais dire, donc je remercie tous les journalistes hip-hop et tout ça qui à l'époque nous auraient jamais interviewé et qui aujourd'hui le font. Mais il y en a un qui m'a vraiment scotché. C'est un mec que j'appréciais pas à la base parce qu'à l'époque, il nous crachait dessus. Vraiment, jamais il nous citait, ou quand il nous citait, c'était pas du rap. Olivier Cachin. Olivier Cachin a sorti un bouquin où carrément il nous cite, il nous dit voilà, que finalement, voilà, Benny B, c'est pas si, tu vois. Et là, moi, je suis étonné, quoi. Donc, je me suis même un mec comme ça. Tu vois, donc je me dis voilà, mais encore une fois, c'est le temps. Avec le temps, la vérité, les masques tombent. Ouais. Et c'est avec le temps qu'on voit l'authenticité. Parce que, comme je disais, dans la musique, surtout en France, vous avez, surtout dans le rap français, il y a un terme qu'ils adoraient utiliser, mais vraiment par excès, c'était authentique.
Mais l'authenticité à court terme, elle ne vaut rien à côté d'une authenticité à long terme. Je veux dire, on est authentique qu'après autant d'années. C'est le temps Parce qui que donne c'est ça le temps qu'on qui sait, décide, voilà. en fait. Et aujourd'hui, qui monte sur scène, qui continue à faire du rap et du hip-hop, qui n'a pas changé sa vie pour jouer au poker, pour faire du cinéma ou pour faire autre chose, comme je ne crache pas dessus, hein, c'est juste que je dis que je continue à faire la même chose. Si j'étais pas authentique, si j'avais pas été authentique, je serais pas là aujourd'hui. Je serais pas là à faire des interviews, à parler de ça et à défendre tout ce que je suis en train de La faire. preuve des groupes justement qui ont été montés, il y en avait à l'époque des groupes, on les citera pas non plus, mais il y avait des groupes qui étaient montés, qui ont eu deux succès, ça marchait un an et demi, peut-être 2 ans, et après ils sont tous passés à autre chose, parce qu'il y avait pas vraiment, c'était monté. Parce que oui, parce que en fait, voilà, on pense que tout ce qui est commercial est forcément fake ou truc, mais c'est pas vrai. Dans la rap, c'était la grande mode justement de construire quelque chose de violent, de méchant et tout ça, en pensant que c'était véridique, mais c'est pas vrai. Et là aujourd'hui, c'est ce que je dis, les gens qu'on ne voit pas, parfois et souvent, parce qu'en fait ils sont arrivés, mais c'était pas leur place. Ils ont cru, ils ont voulu faire croire que c'était leur place, mais ça ne l'était pas. C'est éreintant de faire 32 ans de carrière, de monter sur scène, de chanter la même chanson, de voyager. Aujourd'hui, j'ai 54 ans. Physiquement, c'est éreintant. Si j'ai pas cette authenticité en moi pour le faire et pour le redonner chaque fois à tout mon public qui me réclame et qui m'a soutenu jusqu'à aujourd'hui, c'est que je ne suis pas authentique. Et c'est ce que, des fois, c'est ce qui fait souvent faire marche arrière à des gens qui pensaient qu'ils étaient déjà à la base artistes avant d'être rappeurs. Et aujourd'hui, on ne s'invente pas artiste comme ça. Si t'es pas artiste, il y en a qui arrivent dans le métier juste par accident ou par hasard. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils sont là, qu'ils font un carton, et puis après, finalement, ils se disent non, finalement, c'est pas ma place. Je vais donner un bête exemple. Diams. Diams. On parle de Diams, un talent de dingue, une écriture de dingue, un succès de dingue. Et qui s'est rendu compte que finalement, c'était pas sa place. Parce que c'était pas sa nature, que c'était pas son truc et tout ça. Et là, on fait encore autre chose, parce qu'on parle d'elle qui a. Mais au niveau des mecs, des rappeurs, des purs et durs, aujourd'hui, t'en as, ils ne pourraient pas remonter. Ils ont plus la tchatch, ils n'ont plus la capacité, Ou l'envie, et leur discours ne tient plus en place. Encore pour ne citer que ceux qu'on a cités, aujourd'hui, quand tu les interviews, il n'y a plus personne qui parle de rap aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui parle de musique, il n'y a plus personne qui parle de hip-hop. C'est fini, quand ils vont parler de ce qu'ils font aujourd'hui, de leur nouveau métier, de leur nouveau truc. Tu ne vas plus les entendre parler ou défendre la musique ou le hip-hop. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Benny, je te pose la question back to the past. Tu prends la DeLorean, je te mets dans la DeLorean, tu as le flux capacitor, tu peux choisir un lieu et une date, tu as droit à un essai. Tu vas où? Que tu aies vécu ou pas vécu? Si je dois revivre un moment que j'ai vécu, c'est le premier jour où je suis sorti de l'aéroport à New York. C'était une gifle internationale. Autant en tant que jeune Marocain qui vient d'un quartier populaire, c'est marrant parce qu'on devrait en parler. Les gens ne le savaient pas à l'époque, mais aujourd'hui, quand je dis que je viens de Molenbeek, tout le monde est là. Quoi? Benny vient de Molenbeek. Alors qu'à l'époque, c'était le 93, tu vois. Et donc, oui, je viens de Molenbeek et du jour au lendemain, je débarque et j'arrive à New York. Alors, en tant qu'artiste, parce que j'ai la fierté d'être quand même le premier artiste de rap français à avoir tourné le premier clip de rap aux États-Unis. Il n'y avait jamais ça n'existait pas. Donc, ce côté-là. Et puis, l'autre côté, du petit-fils d'une famille ouvrière qui quitte ces quartiers où le plus grand bâtiment, il a 3 étages. Et tu arrives à New York et tu vois des taxis jaunes. Donc, moi je parle de cette. Moi, quand je suis allé aux États-Unis, c'était encore les taxis de. Les rues de San Francisco, des séries qu'on voyait, tu vois. Donc, ces buildings, j'avais jamais levé la tête aussi haut pour voir un gratte-ciel et voir un truc comme ça. Donc, je suis arrivé aux États-Unis. Et cette sensation de puissance américaine, quand je suis arrivé là-bas, c'était un truc de folie, quoi. Mais ça a été trop vite. Tu vois, aujourd'hui, avec le recul, je vois des rushs dans des cassettes et tout ça. Je me dis, c'est dingue. Mais ça, par exemple, c'était aujourd'hui, tout le monde va aux États-Unis. Tu vois, c'est un gamin, il prend son billet, il va aux États-Unis, mais À l'époque, ça se faisait pas comme ça. il va pas. Ce que j'ai ressenti là, où tous les jeunes de cette époque-là, on ressentait quand on allait là-bas, c'était un voyage en terre inconnue. Petite parenthèse justement là-dessus, ça m'intéresse personnellement et ça va intéresser d'autres personnes. Vous avez tourné le clip de Qu'est-ce qu'on fait maintenant à New York. Vous avez tourné le clip de 19-8 à Miami et vous avez aussi tourné à Las Vegas et à Los Angeles. Ouais. Est-ce que tu peux juste rapidement retracer un peu, parce que est-ce que vous avez tout fait, pas Miami parce que c'était 1 an après ou 2 ans après, mais comment ça s'est passé? Vous êtes allé, vous avez fait New York, On a fait New York, on est revenu. et vous avez tourné des clips. Non. On est à New York juste pour Qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ah, d'accord. On est revenu, on a cartonné. Le clip, il a cartonné en plus.
On était sponsorisé, je pense même plus qu'après il y a eu, on était sponsorisé par Reebok quand même. Ah oui, c'est Donc, vrai, en on le plus, voit tout le temps sur bah oui, parce qu'on était les premiers à porter la fameuse pump, Ah oui. cette Bring Back Pump. Ah oui. On était les premiers à la porter, donc t'imagines l'impact. Encore une fois, non, on est revenu, on a kiffé, et puis on s'est dit, ben on repart. Et alors c'est parti, et puis après pour le deuxième, on est parti à Los Angeles. Et là, c'était quartier, voilà, Hollywood. On était au Four Seasons Hotel. La scène dans la piscine, c'est dans le Four Seasons Hotel. La Cadillac, la Jaguar Cabriolet qu'on avait louée, Hollywood. Et puis après, à Las Vegas, on a chanté devant le Mirage. Ouais. Ça, c'était la folie. Et puis on est revenu, et puis on est reparti pour 19-8 pour Miami. Miami, ouais. Donc c'était voilà, c'était trois superbes histoires, 3 clips de folie. Et ça, on n'enlèvera pas, tu vois. C'est un truc. C'est vrai que ça rajoutait ça aussi, parce qu'on n'en parlait pas, mais c'est que des clips tournent aux États-Unis, et surtout à chaque fois dans des endroits assez mythiques comme ça. Et c'était. Ce qu'il y a, c'est que toutes les émissions qui commençaient à passer des clips, c'était l'émergence, c'était MTV. En France, c'était le top 50 et tout ça. Donc quand on est arrivé, je veux dire, pour ces nouvelles émissions qui passaient des clips, avoir un clip francophone qui revenait des États-Unis, c'était fort. Et en plus de rap français. Ouais. Donc, je veux dire, là où on passait des raps, du rap comme les premiers raps, parce que par exemple, pour NTM, le premier clip de rap, c'était Mondino. C'était noir et blanc, c'était avec les trucs, voilà, c'était pas hip-hop, c'était pas rap, je suis désolé, voilà. C'était le monde de demain, le texte était bien, la chanson était bien, mais au niveau de l'image, moi j'étais trop fier. À côté, c'était vraiment l'inverse. C'était un clip commercial comparé au nôtre qui était hip-hop, quoi. Et en plus, dans Qu'est-ce qu'on fait maintenant, on avait tourné dans ce fameux terrain de basket qui est dans Greenwich Village, qui est un terrain de basket très connu. Donc nous, on était fiers quand le clip y passait. C'était la folie, on frimait, c'était un truc de dingue. Ouais, vous faisiez les passes et tout, et puis tu voyais les gars autour qui étaient. Oui, alors des fois, je me rejoignais et tout. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on nous disait que dans ce terrain de basket, c'était très dangereux. C'était souvent alors à cette époque-là, il fallait pas le savoir que la Jordan 5 était sortie. Et il y avait beaucoup de raquettes sur les baskets et les sneakers. Alors nous, on se ramenait avec les nouvelles Reebok et tout ça. Et le truc, c'était qu'on avait réussi à prendre les joueurs du terrain, à les prendre un peu avec nous, à tourner dans le clip, pour que justement, ils nous protègent en même temps. Donc, on nous emmerdait pas. C'était une espèce d'échange, tu vois. Et ils avaient kiffé, c'était un truc de dingue. Ah ouais. Est-ce que tu as des souvenirs, ou je sais que tu en as forcément, mais une anecdote ou une ou deux anecdotes de soirée, vraiment un truc un peu atypique, quelque chose de fou qui vous est arrivé, justement, c'est le cas de le dire, pendant la grande époque? Un événement de fou, c'est l'Olympia. On fait l'Olympia. Et après l'Olympia, on va manger et on se dit, bah tiens, on va aller manger au Hard Rock Café. On va au Hard Rock Café. On est une vingtaine avec les artistes, les musiciens et tout ça. Et le Hard Rock Café, il est blindé, mais à craquer. Il n'y a plus une place au rez-de-chaussée. On est là, en plus, les gens nous reconnaissent. Donc c'est la cohue. Le directeur vient nous voir. Il va y avoir un accident. Mon producteur, il parle avec lui en disant, écoutez, on a fait l'Olympia, on voudrait manger. L'étage est vide. Et il y a 3 personnes à cet étage-là. Il est réservé pour 3 personnes. Il dit, j'ai demandé si ça ne les dérange pas que vous montiez. Je ne sais pas si vous voyez le Hard Rock Café de Paris. Et les personnes, ça ne les dérange pas que nous, on monte. Donc on est monté, on s'est pris une table de vin et on s'est retrouvé avec ces 3 personnes qui étaient là à côté de nous. Et ces 3 personnes, c'était Arnold Schwarzenegger, son frère et son manager. Incroyable. Incroyable. Alors, ce qui était encore plus incroyable, c'est qu'on est venu, et aujourd'hui, j'ai honte, parce que voilà, on est venu lui parler pendant qu'il était là, et faire des vidéos avec lui, et discuter. Et je l'ai même fait chanter. Je l'ai fait chanter Est-ce que je peux? Non. Oui, je disais que j'allais faire un nouveau single, que ça s'appelait Est-ce que je peux? Et je dis voilà, tu dis Est-ce que je peux? Et toi, tu dis oui, tu peux. Et là, oui, tu peux. Tu l'as gardé quelque part, ça, j'espère. Alors, à l'époque, on filmait avec des caméscopes. J'ai donné ça à la danseuse, elle a filmé, mais il n'y avait pas assez de lumière. Donc j'ai la vidéo, on l'entend. Moi, je l'aperçois parce que mais il faut vraiment trouver un spécialiste qui puisse éclaircir des images. Et tu le verras. Et le mec, il est là, il est humble. Le mec, 91, c'est quand même Terminator. C'est là, il est au top. Là, c'est le plus numéro 1. Là, il est comme tranquille, quoi. Et ça a été, par exemple, voilà, une anecdote de dingue, quoi. Excellent. Allez, celle-là, je la connais pas. Je sais pas si tu l'as. Excellent, celle-là, elle est pas mal. À part du rap, tu écoutes quoi aujourd'hui? Ouais. Alors aujourd'hui, voilà, aujourd'hui c'est quand je monte dans la voiture, je fais rimer à mes gosses, moi c'est alors c'est radio concurrente, mais bon voilà, moi c'est radio nostalgie par exemple. Mais voilà, j'écoute tout aujourd'hui parce que ma vie ça n'a pas été que le rap. Moi quand aujourd'hui je veux écouter une radio qui me replonge dans les souvenirs. Mais mes souvenirs c'est Phil Collins, Michael Jackson, de la pop anglaise, George Michael.
En fait, si tu veux, c'est parce que je suis toujours dans le rap, que je suis toujours sur scène et tout ça, que j'ai vraiment été beaucoup dedans, que j'ai besoin de me déconnecter. Et je me déconnecte justement en écoutant des radios comme ça qui passent un peu tout. Et puis, il faut pas oublier un truc. Je viens aussi d'une époque qui était très, très importante. Et là, c'était mon adolescence. Là, j'avais quoi, 15 ans. Et mon adolescence, avant que le hip-hop ou que le rap arrive, c'était la New Wave. Et la New Wave, là, en Belgique, on mangeait de la New Wave du matin au soir. Et la New Wave, c'était Simple Mind, AA. Donc aujourd'hui, quand je réécoute des trucs comme ça, moi, ça me replonge dans mes années scolaires et ça me fait du bien. Parce que tu vois, je ressors de là et je retrouve une vie normale. Enfin, tu vois, il y a des moments qui ont marqué ma vie. Les premières sorties avec mes copains, mes copines. Donc il y a des titres comme ça qui te parlent et ces titres-là m'apaisent. Je peux pas. Alors oui, quand je suis avec mon fils, de temps en temps, je lui fais plaisir parce qu'il doit absolument mettre ses sons d'aujourd'hui. Donc ce qu'il écoute, je crache pas sur la musique d'aujourd'hui. Je dis juste que, et c'est pareil pour les jeunes, quand les jeunes écoutent des sons anciens, il y a une espèce d'effet un peu de frisson où tu dis, tu t'adhères pas. Aujourd'hui, par exemple, quand tu parles à un jeune, il y a des mots tabous, c'est hip-hop, old school, voilà, tout ce qui est ancien, ça leur parle pas. Et même si mon fils, il aime quelques sons old school et tout ça, voilà, il a besoin d'entendre tout ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de l'autotune, c'est des trucs saccadés, c'est des bases, voilà. Et moi, par contre, quand ça dépasse un certain temps, je me sens pas bien, quoi. Il faut absolument que je retrouve mes repères. Et mes repères, c'est ce qu'on a tous, en fait. Donc aujourd'hui, il m'arrive de mettre la radio et d'écouter chaque titre qui peut passer. Et puis ça peut être dans la musique française aussi, tu vois. Qu'est-ce qui te plaît dans le rap actuel? Alors, ce que je trouve bien dans le rap actuel, c'est seulement ceux qui ont un côté original. Vraiment. Alors, maintenant, j'ai compris, on a tous compris que le rap, il se ressemblait beaucoup, surtout aujourd'hui, voilà. Mais par exemple, même s'ils sont talentueux, comme des Nino et des Damso, par exemple, Damso, qui est très très fort, moi, le titre que j'ai aimé de lui, c'est celui qu'il a fait avec Angèle. Et ce titre-là sort du contexte de tout ce que lui fait. Et à l'inverse, Angèle, pareil, tout ce qu'elle fait, j'écoute pas, mais ce qu'elle a fait avec Damso, tu vois. Et j'ai besoin de cette originalité parce que moi, je viens de là. J'aurais jamais pu faire moi un rap normal si j'avais pas fait Vous êtes fou, tu vois. Et c'est pareil ici. Je trouve que le rappeur qui arrive à sortir du formatage, hein, même si le formatage, moi, j'ai rien contre parce que je viens de là aussi, mais si l'artiste, il arrive à sortir du truc, même s'il est moderne et qu'il fait de l'autotune et que c'est saccadé et qu'il y a que 3 phrases, eh bien ça me plaît parce que c'est original. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as raison, c'est un peu ce qu'on reproche un peu, parce que nous, on n'est pas du tout à dire c'était mieux avant. On a une analyse qui est un petit peu plus subtile. Des fois, il faut la répéter plusieurs fois pour que les gens comprennent notre analyse. C'est que c'était pas mieux avant. Le problème d'aujourd'hui, c'est pas que c'est pas bien. Le problème, c'est qu'il y a une espèce d'uniformisation et une espèce, comme tu disais, de formatage. Alors, formatage dans le sens généralisé. Parce que quand tu formates un truc et tu es le seul à le formater à ta façon, c'est un peu ce qui vous est arrivé à vous. C'est une chose, mais quand tu as un ensemble d'une scène musicale qui est formatée autour de quelque chose, je pense que c'est là en fait, entre guillemets, qu'il y a un souci. Si tu enlèves une Terre 808 avec syncopé, des sub-bass et de l'autotune, et que tu demandes à faire du rap, il y a des mecs qui vont être là, attends, comment on fait voilà, je pense à peu près à la même chose. Quand je parle avec les anciens aujourd'hui, qu'ils sont en train de cracher sur la nouvelle génération en disant ouais c'est de la merde, c'était mieux avant et tout ça, je dis non, c'est pas vrai. Je dis le rap d'aujourd'hui, il appartient à la génération d'aujourd'hui. Le rap d'aujourd'hui, il est différent. Donc j'ai dit, nous, on avait le hip-hop. Quand on est arrivé en France, le hip-hop a commencé à disparaître, il y avait le rap français. Et aujourd'hui, le rap français, il est différent de celui du rap des années 90. Il appartient à cette génération-là. Mais la différence, c'est que, comme tu dis, tu as des boîtes à outils. La boîte à outils que moi, j'ai utilisée en 90, elle était remplie à ras-bord de tous les outils que tu voulais. Pince, tournevis, outils, tout ce que tu veux. Ça, c'était les bases à moi. Soul, jazz, new wave, dance, tout ce que tu voulais. Quand tu regardes la boîte à outils du gamin aujourd'hui, c'est un peu comme les jouets. Je veux dire, tu l'ouvres, il y a juste 3 outils. C'est ça, exactement. Tu as un marteau, un tournevis et un truc. Ça. Et avec ça, il fait sa musique. C'est ça. Parce que quand tu vas chez un jeune aujourd'hui, sa référence à lui, c'est quoi? Même s'il va chercher le plus loin possible, il va te dire Booba, Rof. C'est tout. Ah oui, c'est ça ma référence. Donc je joue avec ces notes-là. Et les jeunes aujourd'hui, ils se repèrent à ces notes-là. Et ils sont contents. Parce qu'ils se suffisent à ça. C'est un peu comme quand tu mets une assiette avec une viande, des légumes et tout ça. La génération d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te bouffer que la viande et les patates, elle va te laisser les légumes. C'est exactement ce qu'on avait à l'époque. Nous, on utilisait tous les ingrédients qu'on avait parce qu'on avait la chance d'avoir baigné dedans, bercé dedans.
Même quand j'avais 15 ans, voilà, même si j'aimais bien le rap, eh ben, moi, comme je t'ai dit, j'écoutais la New Wave, et puis j'écoutais des musiques plus anciennes, et puis j'écoutais la musique de mes parents, qui était la musique arabe et tout ça. Donc j'avais des influences, et qu'elles soient volontaires ou involontaires, elles étaient en moi. Aujourd'hui, la boîte à outils des jeunes, aujourd'hui, elle est vide. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent quand même à faire quelque chose avec ces peu d'outils qu'ils ont, et ça leur suffit. Donc, c'est pas à eux de s'adapter, c'est à nous. Nous, on peut leur raconter notre histoire en leur disant, bah, écoutez, nous, on faisait ça, on avait ça, on avait ça, on avait ça, pour leur dire, voilà, ça c'est l'histoire. Mais on doit les respecter parce que, avec ce qu'ils ont et ce qu'ils arrivent à faire, voilà, on doit juste les féliciter et leur dire, bah, bravo, parce que nous, on n'aurait jamais pu le faire à l'époque. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est pour ça, voilà. C'est la subtilité du discours et on se rejoint sur ça. Et c'est vrai que c'est. D'un côté, tu as ceux qui disent non, mais avant c'était de la merde, maintenant c'est top, même si c'est toujours pareil. Et puis tu as ceux qui disent non, mais avant c'était mieux, maintenant c'est de la merde. Alors qu'en fait, c'est pas exactement en ces Même termes. si c'était le cas, même si c'était mieux pour nous avant, ça l'a été pour nous, pas pour nos parents, parce que nos parents oui. disaient la même chose. Oui. C'était mieux à notre époque, Ben, votre époque c'est de la merde. J'imagine C'est exactement ça. un grand frère ou un tonton qui vient, il écoute le rap du début des années 90, qui pour nous, c'est waouh, c'est génial. Il va dire, mais attends, pourquoi vous écoutez pas directement les morceaux de soul et de funk? Pourquoi vous voulez un truc de. Tu vois Ben oui. Et nous, on expliquerait, mais si, mais en fait, tu comprends. Quand Mais vous non, êtes je fouet comprends. sorti, il y a beaucoup de parents qui se sont dit, mais c'est quoi ça? Oui, voilà. Et mes parents, ils rigolaient. Mais c'est ce côté un peu involontaire qu'on reconnaît pas. On vieillit et c'est tout. Et on est nostalgique. Et même si on veut pas le croire, parce qu'on est nostalgique, on est simplement nostalgique. C'est parce qu'on est nostalgique qu'on défend et on dit ouais, mais c'était mieux à cette époque-là. Non, c'est simplement parce que tes repères sont là. Tu te sens plus à l'aise. C'est comme quand tu es chez toi et que tu vas chez un ami et qui te dit dors chez moi. C'est pas pourquoi, mais tu dors mieux chez toi. C'est exactement la même chose avec la musique. Tu es là, tu es dans ta voiture. T'es tout seul, tu te mets un petit Céline Dion, même si t'es un mec viril, mais parce qu'il y a une chanson de Céline Dion que t'aimes bien, t'es le seul à écouter, mais tu comprends pourquoi? Parce que ça te parle et que ça agit dans ton corps et que ça crée quelque chose qui t'apaise. Il y a des titres, moi, des fois, je te le jure, je suis en train de discuter avec mes enfants, on est à table, on est à travers, et puis à un moment, il y a quelque chose qui m'énerve, je sais pas c'est quoi. C'est seulement après que je me rends compte qu'en fait, c'était la musique qui était en train de jouer à côté, là, et qui depuis 10 minutes me rend fou. Parce que ça rentre pas dans les codes, tu vois, c'est un peu bizarre. Et c'est ça. Mais voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, comme je dis, la musique est à l'image de notre nouvelle génération. Et notre nouvelle génération, elle est trash. Elle est trash. Et tout est trash dans la nouvelle génération. C'est-à-dire que même l'amour est trash. Aujourd'hui, quand tu vois des jeunes qui ont 14 ans et qui s'aiment à s'entretuer, eh bien, tu comprends pourquoi il y a des titres qui sont aussi trash. Rihanna l'avait expliqué avec sa relation avec Chris Brown, tu vois, où il y avait cette violence et tout ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Même si c'est dur pour nous, les anciens, de l'entendre, et même si aujourd'hui on est obligé de passer sur des sons où il n'y a que de la vulgarité et tout ça, on doit se poser la question et se dire, mais finalement, c'est ça leur monde en fait. Et après, on ne doit pas s'inquiéter parce qu'ils sont adaptés à ce monde-là. Exactement ça, ils s'adaptent. Et même si on s'inquiète, C'est dans la nature humaine de s'adapter. voilà, on ne doit pas s'inquiéter pour eux. Ils sont complètement dedans et les retirer de ça, ce serait les fragiliser en fait. Donc moi, par exemple, mon fils qui est dans le rap, je lui dis juste, il y a moyen d'écrire sans être vulgaire, sans offusquer les gens. Mon fils aujourd'hui, il écrit plein de textes. Et dans aucun de ces textes, il y a un mot vulgaire. Mais je lui dis, par contre, tu seras celui qui sera choisi en dernier. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on cherche à la radio, c'est pas ce qu'on cherche. Le public ne cherche pas ça. Aujourd'hui, le public cherche, en tout cas, dans ce que tu veux faire. Sinon, des gars qui ont été super intelligents comme Soprano et Gims, qui sont pas vulgaires du tout, mais qui sont partis dans la pop, mais qu'aujourd'hui, la nouvelle génération crache dessus en disant, ouais, mais lui... c'est plus du rap et tout ça. On peut pas critiquer Soprano. Soprano, c'est une référence. Ce mec-là, il vient des psychiatres de la rime. Et juste parce que le mec, il est gentil, qu'il dit pas qu'il est de la prison et que si et que ça, c'est comme les Big Flo et Oli. J'allais te dire, C'est un truc de dingue. j'allais le dire. En fait, c'est une génération qui vénère des mecs qui, soi-disant, auraient été en prison, qu'ils auraient tapé. Là, ils se font vénérer. Mais dès que le mec, il est gentil, qu'il n'insulte pas, qu'il parle des parents, qu'il parle de ci, qu'il parle de ça, ah non, c'est de la merde. Et C'est c'est un peu fou, comme quoi. MC à l'époque, hein. MC Solar, hein. On lui reprochait ça, hein, ses textes. Hein. Alors oui, sauf que MC Solar, lui, il a été moins rebelle que moi, parce que MC Solar, le truc qu'il a fait, c'est qu'il se faisait passer pour un poète urbain. C'est ça qui était sa force, c'est de dire, moi, je suis un poète urbain. Donc c'est plus poétique et tout ça. Et puis il était vraiment cool, Solar, tu vois. Prose Combat, c'est un chef-d'œuvre. C'est un truc de dingue. Voilà. Mais encore une fois, si t'as pas la culture du mec à la prison avec ses bodybuilding et ses clashs, parce qu'aujourd'hui, si t'es pas, alors aujourd'hui, parce qu'avant c'est à la prison, maintenant c'est pire. Maintenant, si t'es un rappeur, t'es obligé d'avoir clashé quelqu'un et d'avoir fait une vidéo où t'as été le voir pour le frapper, et là seulement t'es vénéré. Donc tu vois jusqu'où on va. Et à un moment donné, je me demande pas si c'est pas le public qui pousse à faire ça. C'est un peu comme dans une arène, en fait, tu vois. Et l'artiste qui se dit, mais non, je vais mettre le pied dans l'arène, je suis obligé de faire ça parce que sinon, si je rentre, je vais me faire bouffer. Mais tu sais, ça vieillit mal tout ça. Donc c'est pour ça que moi je suis assez relâché. Mais je me dis, après tout,
tous ces trucs-là qui sont un peu énervants aujourd'hui, finalement, ça vieillira très mal. Et à Ça l'autre, vieillit pas. et quand je sais pas, dans 20 ans, dans 30 ans, quand on regardera ce qui se passait aujourd'hui, ça sera tellement dérisoire, en fait. Et ce qui va rester, c'est autre chose, tu vois, ce qui Oui, restera. oui, mais alors, le populaire, il va toujours rester. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la génération, tu peux regarder la génération après 2010, elle a disparu. Je dis, mais encore maintenant, quand je parle à mon fils et que je dis, mais tiens, l'artiste que t'aimais il y a 3 mois, il me dit quoi? Je dis, mais ouais, celui-là, là, on l'entend plus. Tu Il me vois dit, ouais, déjà, j'aimais pas. voilà. Et en fait, c'est Ouais, fini. ouais, non, mais c'est En vrai. fait, on est dans une Ça, espèce ça, de fast-food musical. j'appelle ça, alors c'est pas, je veux pas me faire d'ennemis, mais j'appelle ça la maladie TikTok. En fait, TikTok, pour moi, c'est pas vraiment une application, c'est un peu une sorte de, c'est un syndrome mental. Oui. J'ai dit à un ami qui est de ma génération, qui, en fait, si tu veux, il y a une vidéo qui l'intéresse. Moi, je suis plutôt du genre à chercher la source. Elle dure 3 heures, je vais la regarder. Ça Ouais. m'intéresse, je vais regarder 3 heures. Par contre, regarder un extrait de 20 secondes, 30 secondes et de passer à autre chose, Mais pour c'est moi, vrai. c'est un Oui, mais biais, C'est biais cognitif. représentatif. Aujourd'hui, un gosse, quand il consomme un artiste, il le consomme en 2 mois. L'artiste est obligé de sortir un single toutes les semaines. Parce que s'il a sorti un carton, un mois après, c'est plus un carton, il se fait bouffer par un autre Ouais, ça va artiste. trop vite. Quoi. Donc, ce geste de scroller, Mm. c'est exactement à l'image de la génération C'est ça. d'aujourd'hui qui scrolle dans la vie tous les jours, que ce soit dans la relation amoureuse, Ouais, ouais, que ce ouais. soit dans la relation d'un artiste. Amitié, Et aujourd'hui, comment, on ne sait plus mettre un visage sur un artiste. On rappelle la chanson peut-être encore, mais on ne sait plus mettre un visage. Et surtout, l'artiste, après un an, il a disparu. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, moi, j'en rigole parce que je me retrouve à faire encore en 2022 des scènes où je retrouvais des artistes de 2000-2010. Et j'étais toujours là. J'ai sorti en 1992. Et oui, ils s'en vont un peu. Et Tu vois, ouais, toi, t'es toujours là. T'en as d'autres qui arrivent. Et en fait, c'est ça. Mais parce qu'ils brûlent la bougie des deux sens. Ils sont tellement dans l'excès et dans la surenchère de la violence, du truc, du buzz et du ça, qu'aujourd'hui, voilà, c'est comme un burger que tu as bouffé, que tu as digéré. Mm. C'est plus un plat que tu as. Et c'est ça la différence. Mais encore une fois, je pense que voilà, ces jeunes-là, ils le savent et ils jouent le truc. Et puis voilà, et comme tu dis, un artiste aujourd'hui, ce qui est triste, c'est qu'une fois qu'il a cartonné et que ça marche plus, qu'est-ce qu'il fait? Il va vite dans les réseaux sociaux et il va faire des clashs, du buzz et des TikTok et des trucs comme ça pour rester dans l'image. Question millionnaire, Benny. Je te donne 1 million d'euros là maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec? Alors, c'est marrant parce que j'en parlais la semaine passée avec un journaliste, il disait que tu te rends compte que tu étais le premier millionnaire du rap. Et c'est vrai que j'avais jamais fait référence à ça, mais Mais aujourd'hui, tu l'as eu là, déjà, mais moi je parle oh non, aujourd'hui, aujourd'hui. ce serait totalement différent. Aujourd'hui, je ferais profiter ma famille, mais à fond, quoi. Vraiment, vraiment. Moi, je crois que j'ai tout eu dans ma vie, même si on a toujours encore envie des choses, mais mes enfants. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai eu des événements incroyables dans ma vie, mais la naissance de mes enfants. Et aujourd'hui, mes enfants, je pense que ce sont les seules personnes vivantes pour lesquelles je sacrifierais ma vie musicale et pour lesquelles je sacrifierais le million que tu me donnerais pour eux, quoi. Je ferais tout pour eux, en fait. Je ferais que ça pour eux. C'est que ça. Ok. Si, parce qu'on aime bien rêver, parce que rêver, c'est garder un peu l'enfant et l'ado qu'on était, et il faut toujours le garder. Enfin, dans notre sens, c'est toujours important. Avec quel artiste, hein, si tu imaginais pouvoir faire un featuring, tu sors le track que tu veux, qui te fait plaisir, et tu collabores avec un artiste, vivant ou mort. C'est vraiment le truc, le kiff de gamin, ton rêve. Ça serait qui? Soit James Brown, soit Michael Jackson. Je veux dire, il n'y a pas photo. Pas parce que Jackson c'est la star ou quoi, c'est que c'est un phénomène. James Brown c'était pour la danse. Moi qui suis danseur, je trouve que James Brown c'était le plus grand danseur pour moi. C'est Mr Dynamite. Michael Jackson c'est pour la diversité de ses chansons, tout ce qu'il a fait, sa créativité. Donc je pense que quand tu fais un featuring avec Jackson, c'est fini. Il n'y a plus personne qui te pète dessus. Je veux dire, voilà, ça c'est, par exemple, on va dire dans ceux qui sont morts. Mais par exemple, moi j'étais un grand fan de Phil Collins. Je suis encore maintenant. Je dis, moi, Phil Collins, c'était pour moi l'artiste de référence. Ce mec-là, il était célèbre, mais il était discret. Et alors, ce qu'il y a, c'est ses chansons, ses textes, ses paroles, ses chansons d'amour. C'était un truc de fou. Phil Collins, c'était vraiment pour moi, ça reste un artiste incroyable, quoi. Il y a aussi des questions que je me posais, je vais te la poser, j'ai la chance de pouvoir te le donner directement. Si on parle purement de hip-hop old school, et après on te libérera. On va faire les balances. Ouais. Quels sont les rappeurs de l'ancienne école qui vraiment t'ont influencé, si tu pouvais citer Belle Divo. Belle Biv Divo au niveau vestimentaire, danse, look, image, tout ça, c'était vraiment Belle Biv Divo. Après, par exemple, pour dédiquer, lui, c'était vraiment Run DMC. Mais de cette époque-là, moi, je peux t'en citer plein. On peut pas en avoir qu'un seul. J'ai été influencé par LL Cool J pour Dis-moi bébé. J'étais influencé par Ribi Rakim, j'étais influencé par Ice-T, j'étais influencé par tous ces groupes d'avant, Grand Master Flash, Afrika Bambaataa, que j'ai croisé encore la semaine passée, pour l'électro.
Afrika Bambaataa, c'est un phénomène, c'est un truc de dingue. Les gens ne se rendent pas compte comment ce mec-là, c'est un truc de fou. Tous ces gens-là, aujourd'hui, je veux dire, voilà, comme je t'ai dit, j'ai vu Afrika Bambaataa alors que j'ai fait une scène, 2-3 scènes avec lui il y a quelques années. Quand je l'ai revu la semaine passée, je lui ai de nouveau retransmis mon même respect qu'il y a plusieurs années en lui disant « Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait pour le monde de la musique. » Et d'ailleurs, Afrika Bambaataa, ça sera vers le mot de la fin, on va dire, avait été très facilement en crossover avec la house et l'électro. Ah oui. Et tout en restant le Godfather, il a eu aucun problème avec ça. C'est le boss, quoi. Tu vois, il n'y a rien à dire. Benny, écoute, vraiment, merci sincèrement. Pour moi, c'était un moment très, très privilégié de pouvoir t'avoir échangé ces mots avec toi. Avec plaisir. On va faire signer les disques rapidement, on va te laisser faire les balances. Merci à toi. Et On va laisser tourner. On va se tourner, allez, ça marche. Tu sais que je me rappelle de la scène, de cette scène-là, c'est un truc de dingue. Là, Ouais, la scène de. comment dire, Quand voilà, je me suis parlé, il y a une espèce de fond jaune, c'est une espèce de papier qu'elle déroule, c'est une nana qui a pris la photo. D'accord. Et la nana, elle était assez spéciale et je sais pas pourquoi, elle voulait, pour qu'on soit à l'aise, elle nous disait des trucs sexuels, tu vois. Elle était mignonne, non mais c'est un truc de dingue, moi j'avais 20 ans là. Et elle était charmante et on a fait cette photo. Mais nous, on essayait d'avoir ce côté un peu hip-hop, tu vois. Regarde, d'ailleurs, Dédi, lui, il arrive à garder son truc. Moi, j'étais entre le sourire, le truc, la compréhension, à me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et c'était, voilà, c'était la mode des photographes de dire, ouais, vas-y, fais comme ci, fais comme Fais ça. l'amour à la caméra. On va foutre la merde dans le planning des balances. Là. Trop tard, c'est fait. J'imagine. J'ai réalisé qu'après. J'ai dit putain, mais en fait. C'est pas l'habitude. Donc, ils sont à qui tous ces vinyles? À moi et à lui. Ah, ça c'est les miens. Ils les ont volés. Il y en a d'autres que j'ai pas pris, que j'ai pas retrouvé. Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, c'est marrant parce C'est que les remixes de Luc Samoy et Patrick Rigaud. Ouais, Patrick Samoy et Luc Rigaud. Patrick Samoy, tu sais, c'est qui? Bien sûr. C'est Non, Paradiso. Oui, oui. Balando. Oui, oui. Et c'est lui qui a fait. Mais ils ont fait plein de trucs tous les deux. Ils ont fait énormément de trucs. D'ailleurs, Luc Rigaud, on l'édite. Patrick Samoy. Il y a la version hip-hop dedans, moi. Ah, surtout sur le remix. Maintenant, je maîtrise le réseau aussi. Ah, Quelle signature. Ouais, je les avais, moi, celle-là. Celle-là, je vais les reproduire. Ah ouais? Celle-là, ouais, je vais les reproduire. Ouais, exactement, avec le gris, là. Ouais, ouais. Tu sais qui nous fait une photo vite fait? Allez. Merci à vous, les gars. Merci. Merci à toi. Puis si tu veux faire la version longue, à Béziers, c'est quand tu veux. Ouais.